Bonjour et bienvenue sur Provence Plus TV. Aujourd'hui, c'est le premier grand entretien mené pour Provence Plus TV et son partenaire Destimed. Destimed, c'est le blog de la Méditerranée en évolution aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Gilbert Benayoun. Gilbert Benayoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'université d'Aix-Marseille et aujourd'hui notre interview va tourner sur ce groupe d'Aix dont vous êtes le président et le fondateur. Le groupe d'Aix est un groupe de réflexion économique sur les relations entre l'Israël et la Palestine. Alors on parle et on reparle en permanence depuis, par phase, d'intifada à nouveau, de zones de tension importantes, ajoutées aux nombreux problème du Moyen-Orient et puis bien sûr au contexte des révolutions arabes et puis également à la question syrienne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut pas dire que on prend le risque quelque part que les problèmes israélo-palestiniens passent au second plan? Alors tout d'abord, je voudrais rectifier, actuellement il n'y a pas d'intifada. La violence a beaucoup diminué, il y a pratiquement plus d'attentats depuis plusieurs années, et c'est dû en partie au fait que du côté palestinien et du côté de Mahmoud Abbas, il y a un rejet de la violence. Il l'a dit et exprimé, il l'avait déjà dit quand il était le second près d'Arafat, pensant que le recours à la violence serait une impasse et se retournerait contre les Palestiniens. Donc il y a eu du côté palestinien un renoncement à la violence. Faut-il maintenant penser que la situation est bonne? Oui et non, car ce statu quo fait que il n'y a pas de violence, c'est vrai, mais d'autre part, il n'y a pas d'avancée. Ce statu quo est une sorte de gel des positions. Et il semble que les deux parties s'en accommodent. Mais naturellement, un jour ou l'autre, quelqu'un prendra une initiative qui pourra remettre en cause ce statu quo au-delà de la volonté des deux partenaires. C'est la raison pour laquelle les Américains ont décidé qu'il fallait prendre une initiative. Donc les négociations ont repris, elles ont lieu actuellement au moment où nous parlons. Ces négociations ont l'air d'avancer. On n'en sait pas grand-chose car il a été décidé d'un commun accord qu'il n'y aurait pas de fuite. Car les fuites nuisent à la poursuite de la négociation. Comme disait Tzipi Livni, rien n'est acquis tant que tout n'est pas signé. Donc, donner des informations en cours de négociation, c'est une manière de vouloir torpiller les négociations. Pour l'instant, il n'y a pas de fuite. Le fait qu'il n'y ait pas de fuite est un bon signe. Alors on voit depuis plusieurs mois maintenant à la télévision qu'il y a quand même du développement économique dans une partie des territoires palestiniens. On voit des tours en construction, on voit des centres commerciaux, on voit une classe moyenne arriver également aussi dans un pays dont on pensait qu'il était extrêmement faible économiquement. Mais est-ce que c'est une vérité ou est-ce que c'est un mirage? Qu'est-ce qui se passe exactement dans le contexte économique palestinien aujourd'hui? Là encore, le tableau est partagé. On peut être optimiste, on peut être pessimiste. Effectivement, il y a un léger développement économique. À quoi est-il dû? Essentiellement à l'aide internationale. Si l'aide s'arrête, eh bien il n'y a plus de développement. En d'autres termes, c'est une économie qui est complètement dépendante. Dépendante de l'aide internationale, mais dépendante aussi du bon vouloir des Israéliens. Si ceux-ci décident qu'il faut augmenter le nombre de barrages, de checkpoints, eh bien les transactions économiques en pâtissent et naturellement, il n'y a plus de développement économique. Donc il y a effectivement un mieux-être chez les Palestiniens, surtout à Ramallah, parce que les images qu'on nous rapporte, c'est surtout Ramallah. Mais dès qu'on va à Hébron, par exemple, et j'y suis allé dernièrement, eh bien les choses sont quand même beaucoup moins roses. Donc je pense pas que ce soit un véritable développement économique. Par contre, le fait qu'il n'y ait plus de violence, le fait que ceci a réduit la tension, fait qu'effectivement la vie de tous les jours est moins heurtée et plus facile à vivre pour les Palestiniens. Mais je pense quand même que cette solution n'est pas durable à terme. Évidemment, toujours en suspens la création ou non d'un État, l'entrée quand même de la Palestine à l'UNESCO a marqué, je crois, un tournant important au niveau international ces derniers mois. Oui, effectivement. D'abord, il y a eu le recours aux Nations Unies.
septembre dernier, il y a un an exactement. Les Palestiniens ne se sont pas adressés au Conseil de sécurité, car seul le Conseil de sécurité peut créer un État officiellement. Par contre, le recours à l'Assemblée générale était plus facile parce qu'il y avait, on peut dire, une sorte de majorité automatique. Ils l'ont obtenu. Mais cette majorité automatique qu'ils ont obtenue ne leur permet pas la création d'un État à part entière. Ils ont une sorte de strapontin aux Nations Unies. De plus, c'est vrai, l'UNESCO a fait un geste, c'est-à-dire ces agences internationales qui sont quand même politiquement moins importantes que le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations unies, mais il n'empêche que l'UNESCO, acceptant en son sein les Palestiniens, c'est un geste politique. Il resterait un autre geste que les Palestiniens n'ont toujours pas franchi. C'est le recours au tribunal international. Parce que s'ils rentrent au tribunal, alors ils pourront amener Israël à se justifier devant la Cour internationale de justice. Et ceci, aujourd'hui, est une sorte de veto de la part des Américains et des Israéliens de ne pas demander à rentrer dans cette dynamique qui remettrait en cause bien évidemment la négociation. Avant de rentrer dans les travaux un peu du groupe DEX, qui sont très très denses, peut-être un peu l'interaction entre la situation égyptienne et les territoires palestiniens, dont on sait qu'il y avait des liens économiques extrêmement importants. Quel en est-il aujourd'hui avec la situation égyptienne? On le sait, très difficile sur le plan intérieur. Alors il faut d'abord rappeler qu'en 2006, le Hamas, qui est un peu un enfant des frères musulmans, qui est issu du mouvement des frères musulmans. Je rappelle que le mouvement des frères musulmans est né en 1928 au Caire par un Égyptien. Et donc le Hamas a décidé de prendre le pouvoir à Gaza. Et depuis, il a le pouvoir à Gaza. Il y a donc une scission chez les Palestiniens. La Cisjordanie est dirigée et gouvernée par Mahmoud Abbas et le Fatah. Et Gaza est dirigée par Khaled Meshal et Haniyeh, c'est-à-dire par le Hamas. Cette scission, naturellement, nuit à la cause palestinienne. Aussi, lorsque les frères musulmans ont pris le pouvoir en Égypte, ça a été des cris de joie à Gaza, en espérant que leurs grands frères égyptiens allaient les aider. Mais pourtant, la réelle politique l'a emporté. Les frères musulmans en Égypte ont été extrêmement prudents, ne voulant pas remettre en cause le traité de paix entre Israël et l'Égypte signé en 1979. En particulier, ce traité stipule que les troupes égyptiennes ne pourront pas rentrer en nombre important dans le Sinaï, c'est-à-dire sur la frontière avec Gaza et Israël. Et donc, on a vu cette période un peu intermédiaire où les Égyptiens, très prudents, ont aidé les Palestiniens, leurs frères du Hamas, à Gaza, mais pas trop, juste ce qu'il fallait. Mais cependant, le départ des frères musulmans en Égypte, l'arrivée de l'armée qui a repris le pouvoir, alors a été un retournement complet. Et le Hamas, qui d'une part, voyant les frères musulmans lui tourner le dos cette fois en Égypte, se rapprochant de l'Iran. Mais il faut savoir que l'Égypte aujourd'hui est très mal avec l'Iran. Ce qui fait que, ayant abandonné l'Iran pour les frères musulmans, ils se sont aliénés les Iraniens, puis aujourd'hui, ils se sont aliénés l'Égypte. Donc ils sont dans une position de très grande faiblesse. Leurs alliés, aussi bien l'Égypte que les Iraniens, ne sont plus là. Et d'autre part, le Fatah commence à penser qu'il serait temps de rediscuter de la position du Hamas à Gaza, et un mouvement vient de se créer à Gaza même, Tamarod. Ce mouvement a pour objectif de renverser le Hamas à Gaza et d'installer à nouveau le Fatah. Est-ce que ce mouvement aura un avenir? Il n'empêche qu'ici, il y a une grande inconnue. Où est-ce que le Hamas, si jamais les négociations avancent sérieusement entre Israéliens et Palestiniens, il est possible que le Hamas retourne sa veste, soit plus pragmatique, abandonne son idéologie de base. Sur le plan formel,
en estimant que il propose une trêve, mais une trêve de 25 ans, de 30 ans, une manière de dire que ce n'est pas une paix définitive, mais une trêve de 25 ans, c'est une manière pour eux de dire qu'ils ont renoncé. Gilbert Benayoun, donc vous êtes le fondateur, vous nous le disiez tout à l'heure, de ce groupe d'Aix, qui peut être singulier, parce qu'effectivement, Aix-en-Provence n'est pas une ville méditerranéenne, c'est une ville universitaire dans laquelle vous enseignez, vous avez enseigné pendant très longtemps, et ce groupe que vous avez créé il y a 10 ans, 12 ans maintenant, vous nous l'expliquez, donc est vraiment spécialisé sur l'importance de la feuille de route économique dans, à terme, espérons-le un jour, un projet de paix israélo-palestinien. Alors vous avez en main une partie des très nombreux concours que vous avez écrits avec vos collègues et amis universitaires, israéliens et palestiniens ces dernières années. Vous nous présentez un petit peu ce que représente cette somme intellectuelle et peut-être aussi expliquer à nos téléspectateurs comment est-ce que ces documents qui sont fort intéressants et dont nous allons donner bien sûr les références à nos téléspectateurs s'insèrent aujourd'hui dans une discussion diplomatique. Alors, revenons un petit peu en arrière. En avril 2002, je suis contacté par quelques personnes en Israël, en Palestine, car il n'y avait plus du tout de négociations entre Israéliens et Palestiniens, ni de négociations formelles ni informelles. Nous étions en pleine intifada. Je rappelle qu'en avril 2002, pendant la Pâque juive, à Netanya, le soir de la Pâque juive, une bombe éclate, il y a 29 personnes qui sont tuées. Les Israéliens décident alors de rentrer dans les villes palestiniennes et de reprendre le pouvoir sur toute la Cisjordanie. Ça a été un choc. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre cette initiative. Et après tout, j'ai agi avec beaucoup de naïveté. Probablement, c'est ce qui m'a servi. Car il faut parfois avoir un peu de naïveté. Et j'ai invité à Aix certains Israéliens, certains Palestiniens, parmi eux, certains avaient négocié à Camp David en 2000 avec Clinton, d'autres avaient négocié à Oslo. Et parmi eux, d'ailleurs, l'Israélien Ron Pundak a été même un des initiateurs des accords d'Oslo. À ma grande surprise, tous ces gens sont venus, y compris la Banque mondiale, y compris la Commission européenne, y compris le Fonds monétaire international. Cette réunion, nous l'avons tenue, non pas à l'université, pour des raisons de sécurité. À l'époque, seuls les renseignements généraux étaient au courant. Et d'ailleurs, pour la toute petite histoire, la seule personne politique de la région qui est venue assister, c'est précisément Stéphane Salor. À cette réunion de travail, qui a duré 3 jours, les Palestiniens, les Israéliens m'ont demandé de créer un groupe permanent de travail. Comme nous étions à Aix, je leur ai proposé de l'appeler le groupe d'Aix. Donc ce groupe a continué à travailler. Nous avons eu des réunions à Paris, à Jérusalem, y compris à Istanbul, à la demande d'ailleurs des Turcs. Et nous avons rédigé un premier document, la feuille de route économique. Je rappelle qu'en 2003, le président Bush avait proposé une feuille de route politique. Mais il manquait le volet économique. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles l'accord d'Oslo a mal fonctionné, c'est que précisément, la question économique avait été très mal traitée. Aussi, ce groupe, composé, certes, finalement d'universitaires, mais assez peu, mais surtout d'hommes politiques, d'experts, des gens venant du secteur privé, israélien et palestinien, mais aussi des politiques qui viennent dans le groupe, non pas à titre officiel, mais à titre officieux, ne représentant pas leur gouvernement, ou alors des experts de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire, de la Commission. Là encore, ils viennent uniquement pour participer aux réunions du travail du groupe. Cette feuille de route économique, nous l'avons présentée bien sûr à Paris, au Quai d'Orsay, mais également à Washington, où nous avons été reçus à la Maison-Blanche par les conseillers du président Bush à l'époque. Et ce travail a été très bien perçu, et on nous a demandé, les Américains ont beaucoup insisté là-dessus, qu'ils nous ont dit, voilà, la décision des Israéliens de quitter Gaza a été prise, et donc on vous demande, est-ce que vous pourriez réfléchir sur les implications, en tout cas sur le plan économique, de ce désengagement. Notre deuxième note, donc, a porté sur les implications économiques du désengagement de la bande de Gaza.
Après ça, nous avons décidé d'aborder les questions les plus difficiles du conflit, avec une démarche particulière. Il se trouve que la feuille de route du président Bush comportait 3 étapes. Première étape, l'urgence. La deuxième étape, la mise en place des institutions. La troisième étape, le statut final. Et cette approche gradualiste, cette approche pas à pas, nous a paru être une erreur. Car signer un accord dans ces conditions à la fin de la première étape, rien ne prédisposait à arriver à la deuxième étape, ni même à la troisième. Par contre, ce que nous avons pensé, c'était de réfléchir au statut final et de revenir en arrière, c'est-à-dire d'adopter une démarche qu'on pourrait appeler un cheminement à rebours. Il fallait réfléchir à la fin, aux fins des fins, que veulent les Israéliens et les Palestiniens. Quel sera le contenu du statut final? Quel sera le rapport économique, mais aussi politique, entre les deux parties? Et ayant bien défini ce statut final, alors on peut revenir pas à pas, mais en sens inverse jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous avons abordé les questions les plus importantes du conflit, les réfugiés, Jérusalem, et essentiellement ces 2 questions pour nous. Il y en a une troisième et que nous n'avons pas abordée, celle du tracé des frontières. Alors que s'est-il passé à Oslo? À Oslo, ils ont adopté l'idée qui leur avait été soufflée par Kissinger, qu'il a appelée l'ambiguïté constructive. Je vous donne, chers collègues, cette méthode d'approche. Après tout, l'ambiguïté peut être un atout dans le jeu politique. Parfois, il ne faut pas toujours être absolument clair. Or, aux accords d'Oslo, il avait été décidé que les questions les plus difficiles seraient mises de côté. C'est ça l'ambiguïté. L'accord d'Oslo a laissé de côté, justement, les réfugiés et Jérusalem, avec l'idée que serait signé un accord intérimaire de 5 ans, et au bout de 5 ans, la confiance étant revenue, ces questions, ces hot potatoes, ces patates chaudes qu'on a laissées de côté, alors pourraient être mises sur la table de la négociation. Cette démarche a complètement échoué. Le gradualisme est une erreur. Il faut d'emblée aborder les questions les plus difficiles tout de suite. Quitte à mettre beaucoup plus de temps à la négociation, mais savoir ce que veulent les partenaires au bout du compte. C'est la raison pour laquelle nous avons, dans des négociations, des discussions assez dures entre Israéliens et Palestiniens, nous avons abordé les questions les plus difficiles, les réfugiés, Jérusalem. Vous trouverez ça dans notre volume sur les dimensions économiques d'un accord entre Israël et la Palestine. C'est le volume 1, et puis il y a un deuxième volume, Dimension of a Two-State Agreement between Israel and Palestine. Ces questions ont été difficiles à traiter, mais je pense que nous y sommes arrivés. C'est la raison pour laquelle nous avons retenu l'attention de tous les diplomates qui traitent la question. J'ai été reçu avec mes amis aussi bien à Londres qu'à Bruxelles, qu'à Paris, qu'à Washington. Nos travaux sont reconnus par les personnes qui sont plus ou moins en charge des négociations. Une petite anecdote, lorsqu'en 2008 la négociation a repris officiellement entre Olmert et Abbas, le groupe de négociation économique était co-dirigé par 2 membres du groupe d'Aix, aussi bien du côté israélien que du côté palestinien. Et on est venu me dire que les 2 étaient arrivés avec les documents du groupe d'Aix à la main. Donc, ces questions ont été abordées par nous. Je pense que nous avons fait un bon travail. Et puis enfin, il restait une question en suspens. Alors je rappelle de quoi il s'agit. C'est de l'initiative arabe de paix. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, le 11 septembre 2001, l'affaire de New York, les tours de New York. Quelques mois après, un grand journaliste américain, le plus grand journaliste américain du New York Times, Friedman, va rencontrer l'Arabie Saoudite, le prince d'Arabie Saoudite, et lui dit: compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de Saoudiens dans cet attentat contre les Américains, vous devriez prendre une initiative. Et le prince lui dit: laquelle? Il peut proposer la paix aux Israéliens. Faites en sorte que la Ligue arabe propose la paix. Et le prince lui dit: mais vous devez lire dans mon esprit, car, et il lui montre un papier,
c'est l'initiative arabe de paix. Le journaliste lui demande s'il peut publier et le lendemain, c'est sorti dans le New York Times. Cette initiative arabe de paix a été votée par la Ligue arabe à l'unanimité. Jusqu'à aujourd'hui, elle a été votée à plusieurs reprises. Elle a été modifiée en 2007, mais votée à l'unanimité. Et je rappelle que l'an dernier, une délégation de la Ligue arabe est allée voir le président Obama pour remettre au goût du jour cette initiative arabe de paix. Cette initiative, c'est 1 page et demie. Mais personne n'a fait le travail d'analyser exactement quelles seraient les conséquences. Comment mettre en place le contenu de cette initiative. C'est ce qu'a fait le groupe DEX. Et c'est notre 3e ouvrage, l'initiative arabe de paix, la paix israélo-palestinienne, l'économie politique d'une nouvelle période. Donc nous avons analysé dans plusieurs groupes de travail les implications, en particulier économiques, mais je dirais économiques et politiques, de l'initiative arabe de paix. Certes, aujourd'hui, la Ligue arabe, compte tenu du fait qu'il y a des bouleversements dans le monde arabe, est un petit peu entre parenthèses, mais qui sait si demain, cette initiative arabe de paix ne va pas ressurgir, d'autant plus qu'à l'époque, elle était rédigée de manière à ce que finalement Israël ne pouvait pas l'accepter. Mais le voyage de l'année dernière, des délégations de la Ligue arabe a proposé une modification, un geste envers les Israéliens, et la nouvelle proposition est beaucoup plus acceptable par les Israéliens. D'ailleurs, les Palestiniens ne se sont pas trompés. Et ils souhaiteraient, dans le cadre des négociations actuelles, que l'on remette au goût du jour l'initiative arabe de paix. Car alors, ça serait la paix signée non pas entre Israël et les Palestiniens, mais avec une très grande majorité de pays arabes. J'ajoute que l'organisation islamique, 56 pays, a également accepté le contenu de l'initiative arabe de paix. Donc il y a quand même quelques lueurs d'espoir. Alors, est-ce que la situation actuelle doit nous rendre optimistes ou pessimistes? Là encore, les jeux ne sont pas faits. Et bien sûr, je ne cuisinerai pas dans les marmites de l'avenir, comme disait Karl Marx. Mais on peut quand même faire l'hypothèse que de ceci peut sortir quelque chose de positif. Je remarque d'ailleurs que les négociations israélo-palestiniennes n'ont pas été ébranlées par ce qui s'est passé en Égypte, par ce qui se passe en Syrie. Je remarque que les Israéliens sont d'une très grande discrétion. Et leur discrétion montre bien, et leur discrétion cache leur vigilance, mais montre bien qu'ils sont prêts à toute éventualité, que ce soit dans un sens positif ou négatif. Le monde arabe est en plein bouleversement, il y a des lueurs d'espoir, une volonté, surtout chez les jeunes, de pays plus ouverts, plus démocratiques, pour réduire les inégalités, pour améliorer le statut de la femme. L'avenir est chez les jeunes. Et les jeunes, dans le monde arabe, ne veulent plus d'extrémisme, aussi bien d'extrémisme qui souhaite maintenir la guerre ou d'extrémisme religieux. Donc quelque part, il y a quelques lueurs d'espoir.